L'histoire commence la nuit avec la vue d'un immense château. C'est la première nuit du personnage principal en tant que princesse héritière. La nuit dernière, elle s'est soudainement réveillée en entendant des cris et elle a immédiatement demandé à sa femme de chambre ce que c'était. Regardant calmement sa servante, la protagoniste ne comprend pas ce qui s'est passé, pourquoi elle s'est soudain mise à crier. Cependant, la protagoniste a regardé sur le côté et a vu un homme qui était mort. Et elle l'a probablement fait parce qu'elle avait encore une petite lame dans les mains. À ce moment-là, la jeune fille a compris qu'elle avait traité avec le prince héritier et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue un assassin. Le prince héritier la détestait. Il ne la laissait même pas le toucher. Et toujours en train de parler durement, sans jamais lui sourire en retour, il y a même eu des moments où le personnage principal a regretté d'être sa fiancée. Mais en imaginant les visages de ses parents et de son frère, qui étaient plus fiers, la jeune fille voulait de plus en plus être une princesse que le peuple aimerait. Mais pour une raison ou une autre, quelque chose a mal tourné et elle s'est retrouvée emprisonnée. Elle ne comprend pas pourquoi on l'accuse d'avoir tué le prince alors qu'elle ne l'a pas fait. Soudain, une jeune fille rousse remarque que le personnage principal écrit son nom, Beniti, très surprise qu'elle soit en prison. Cette fille, c'était Rosalie, qui s'intéressait à ce que ressentait le personnage principal et à savoir si elle allait bien. Hurlant de peur, Beniti a répondu que personne ici ne l'écoutait et qu'elle avait simplement bu le vin que la demoiselle d'honneur lui avait donné, et elle s'est endormie directement. En entendant cela, Rosalie a immédiatement demandé à son amie si elle avait faim. Entendant également la nourriture, la jeune fille a conseillé au protagoniste de manger car elle avait probablement très faim, ce qui a rendu Beniti très heureux, mais la fille aux cheveux rouges, au lieu de donner un vrai repas au personnage principal, a fait semblant de laisser tomber accidentellement le sandwich sur le sol. Puis elle a marché dessus et a gâché ce beau sandwich savoureux, ce qui a surpris le personnage principal qui n'a pas compris pourquoi son amie lui faisait ça et pourquoi elle faisait ça en premier lieu. Ce à quoi Rosalie répond que maintenant elle est heureuse de regarder Beniti, l'endroit où elle aura une place décente. D'ailleurs, elle a été très dégoûtée d'entendre le personnage principal se plaindre qu'elle n'aime pas sa position. Regardant la jeune fille droit dans les yeux, Rosalie lui répond qu'elle attendait ce moment depuis longtemps et qu'elle se rend compte maintenant que cela en valait la peine. La protagoniste se met alors à lui crier dessus de façon hystérique, demandant à son amie de quoi elle parle et pourquoi elle a fait ça. Mais Rosalie, en riant très fort, a répondu que maintenant Beniti serait exécutée et qu'elle souffrirait longtemps et mourrait dans d'atroces souffrances. En donnant également un coup de pied dans ce sandwich, Rosalie a souhaité à la protagoniste de bien le savourer, car il s'agit probablement de son dernier repas. En partant, la jeune fille a ajouté qu'elle était heureuse de savoir que le dernier repas de Beniti avait été préparé par elle. Puis elle est partie. À ce moment-là, le personnage principal a commencé à demander à Rosalie ce qui allait arriver à ses parents et s'ils allaient en souffrir, ce à quoi Rosalie s'est retournée et a répondu qu'elle-même allait bientôt tout découvrir. Au bout d'un moment, Beniti était déjà au centre de la ville. À côté d'elle se trouvaient 2 chevaliers qui tenaient des épées pointées sur elle. On pouvait entendre comment la foule voulait se débarrasser de la princesse qui avait tué l'héritier du prince. Ils la traitaient aussi de sorcière. Rosalie est une simple princesse qui ne serait pas capable de faire une telle chose toute seule, mais c'était aussi très intéressant quand ça a eu le temps de commencer. Entre-temps, les chevaliers indiquèrent de la main un chariot sur lequel se trouvaient des sortes de... Le personnage principal fut choqué de voir le contenu de ce chariot. C'était à ses parents que la famille impériale avait eu affaire. En pleurant, la jeune fille ne comprenait pas ce que sa famille lui avait fait, ni pourquoi elle lui avait fait cela. Au moment où les chevaliers s'apprêtent à brandir leur épée pour mettre fin à sa vie pour toujours, Beniti se souvient de quelque chose. Elle se souvient d'avoir été en prison et qu'une jeune fille en tenue blanche est venue la voir en tenant un parchemin. Elle a immédiatement expliqué à la jeune fille qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle devait donc l'écouter attentivement. La mystérieuse jeune fille explique à Beniti qu'elle va être abattue et qu'elle doit donc prendre 16 notes écrites dans cette langue de papier pour chanter cette chanson pendant l'exécution. Cet objet peut changer un destin injuste, elle ne doit donc pas se tromper si elle veut remonter le temps. À ce moment-là, la protagoniste s'est mise à chanter cette chanson à tue-tête, affirmant qu'elle ne se laisserait pas victimiser par la trahison. Se souvenant également de ses parents décédés et de la façon dont elle avait été injustement traitée, ses mains se sont mises à briller d'une lumière jaune et elle a commencé à perdre lentement connaissance. Soudain,
Elle est juste dans son lit, réalisant que cette chanson lui a donné une nouvelle vie. Par ailleurs, la servante qui avait crié de peur au début en voyant l'héritier mort, s'inquiétait maintenant aussi pour le personnage principal parce qu'elle pensait qu'elle ne se réveillerait plus jamais. En entendant cette voix angélique, le protagoniste a immédiatement pris la servante dans ses bras, l'appelant Tasha, et s'est réjoui que tout cela ne soit qu'un rêve. Ce qui laissa la servante un peu perplexe, car elle pensait que Beniti venait de faire un terrible cauchemar. En y réfléchissant, la protagoniste commence même à douter qu'il s'agisse d'un rêve, car elle a le mauvais souvenir d'avoir chanté cette chanson avant d'être exécutée. En regardant soudainement sur le côté, la jeune fille aperçoit son frère qui est également heureux de voir que sa sœur préférée a rouvert les yeux. À ce moment-là, Beniti le serre immédiatement dans ses bras. Cependant, les gars étaient un peu perplexes et demandèrent à la bonne « Qu'est-ce qu'il y a avec Beniti ?» Elle que la fille répondit qu'elle-même ne savait pas. Touchant les mains de sa sœur, l'homme tente de la calmer en lui disant qu'il l'a fait tomber du cheval. Elle a dormi longtemps après la chute. Elle a donc probablement fait un mauvais cauchemar, mais elle pourrait encore avoir de graves traumatismes. Soudain réfléchi et le protagoniste se souvient enfin de ce qui s'est réellement passé. En effet, à l'âge de 17 ans, elle est tombée de cheval et s'est foulée la cheville, au moment où elle a été choisie comme candidate à l'épouse du prince héritier. Elle a finalement réalisé que la chanson qu'elle avait chantée avait fonctionné et qu'elle était remontée dans le temps. En fait, la princesse ne l'a pas trompée lorsqu'elle lui a demandé de chanter cette chanson. Beniti pensait qu'il s'agissait d'un rêve horrible, mais elle ressentit immédiatement une sensation étrange et se souvint d'un chevalier tenant une épée et la balançant vers elle, s'apprêtant à lui faire la peau. Et le protagoniste s'est rendu compte qu'il était réel. La chanson de la sorcière lui donne une seconde chance de changer son destin, mais Beniti se souvient que la mystérieuse fille, qui est une princesse, lui a dit que le prince avait ses notes, ce qui est très étrange, et qu'il savait peut-être ce qui allait se passer. Serrant le poing, Beniti pensait que Rosalie était sa seule véritable amie et ne comprenait donc pas pourquoi elle avait choisi de la trahir. Soudain, son frère, qui s'inquiétait toujours pour elle, lui a demandé pourquoi elle fixait si longtemps le vide et à quoi elle pensait, ce à quoi la protagoniste a répondu que tout cela n'était que du vide. À ce moment-là, le petit ami lui a conseillé d'aller se coucher et de se reposer parce que ses parents s'inquiétaient pour elle. Lorsque la protagoniste a entendu cela, elle s'est immédiatement souvenue de la mort de ses parents dans sa vie antérieure. Elle a donc crié à son frère, qui était totalement confus, et lui a demandé où sont les parents, ce à quoi il a répondu qu'ils étaient dehors en train de parler au médecin. Beniti est donc immédiatement sorti de sa chambre et a couru vers son père, à qui sa fille manquait beaucoup, pour le serrer dans ses bras. Soudain, la mère de l'époque comprend pourquoi la fille du duc peut courir pieds nus dans le jardin alors que le personnage principal est blessé et n'a pas le droit de bouger. Cependant, la mère a immédiatement oublié tout cela et a serré dans ses bras sa fille, qui lui manquait beaucoup, et lui a demandé avec inquiétude si elle n'avait pas trop peur. Serrant sa mère dans ses bras, Beniti s'était déjà promis qu'elle ne se laisserait pas faire une deuxième fois, et c'est dans cette vie que le prince héritier, qui s'appelle Karzan, s'est montré froid et cruel envers elle, pour qu'elle ne soit plus seulement une épouse pathétique pour lui. En souriant et en regardant son frère, la protagoniste a décidé qu'elle allait tout arranger comme la princesse l'avait demandé. Elle a également décidé qu'elle devait d'abord trouver les personnes qui voulaient se débarrasser de sa famille afin qu'elle puisse être tenue pour responsable. Au bout d'un certain temps, vêtue d'une belle robe modeste et se trouvant dans un carrosse, la jeune fille se dit qu'il n'est pas facile pour elle de devenir princesse héritière. Car parmi de nombreuses jeunes filles issues de familles prestigieuses, il choisit les 3 plus aptes. Mais finalement, seule une jeune fille devient l'élue du prince. Après 2 ans d'études, elle se marie à l'âge de 20 ans et entre au palais des Rubis, qui est leur résidence commune avec le prince. C'est ainsi que l'on devient princesse héritière. Dans cette vie, Beniti a une cérémonie de sélection qui commence dans 2 jours. À ce moment-là, la jeune fille est sortie de sa voiture et s'est retrouvée devant un énorme bâtiment appelé la boutique Marianne. Marianne Isabelle est la meilleure styliste de l'Empire. En entrant dans la boutique, la protagoniste rencontre immédiatement un groupe de servantes qui se prosternent devant elle. S'approchant de l'une d'entre elles, Beniti dit qu'elle cherche une robe pour la cérémonie de sélection de la mariée, ce à quoi la servante répond qu'elle va chercher Marianne tout de suite. Après avoir attendu Marianne dans le salon, la protagoniste entend enfin la voix de la styliste qui a eu l'honneur de rencontrer Beniti.
En regardant Beniti et en s'inclinant devant elle, la créatrice a dit en souriant qu'elle s'était vue il y a seulement 1 an et qu'elle avait été très surprise de voir à quel point le protagoniste avait pris de l'importance. Ce à quoi la jeune fille a immédiatement répondu par l'affirmative, ajoutant qu'elle et sa mère avaient rendu visite à la créatrice au manoir. La protagoniste a alors déclaré qu'elle aimerait arrêter de confectionner sa robe, ce qui a surpris la créatrice, qui s'est excusée en disant qu'il s'agissait d'une commande de la duchesse et qu'il ne pouvait pas rompre le contrat. Ce à quoi la protagoniste a répondu en sirotant un thé qu'elle n'allait de toute façon pas porter la robe, mais qu'elle ne contrarierait pas sa mère. Marianne a été un peu choquée par la rectitude du personnage principal. Elle n'a pas non plus compris pourquoi Beniti ne veut pas porter sa robe, puisque les autres candidates ont déjà des robes élégantes. À ce moment-là, en posant une tasse de thé sur la table, la protagoniste s'est rendue compte qu'elle devrait porter une robe et elle a demandé s'il était possible de lui montrer quelque chose de plus à la mode, puisqu'elle cherchait les vêtements les plus chics. Madame Beniti a également ajouté qu'elle voulait que sa robe attire l'attention. La styliste a alors immédiatement emmené la jeune fille dans sa chambre, où elles ont commencé à regarder toutes les robes de Marianne. Soudain, le personnage principal remarque une robe très intéressante et se demande ce que c'est, ce à quoi le créateur répond que cette robe s'appelle une vague d'or. Lorsque la jeune fille a entendu cela, elle a dit qu'elle voulait la robe, même si elle sait que sa mère hurlera lorsqu'elle découvrira ce qu'elle porte. Mais à ce moment-là, la cérémonie est terminée et le personnage principal s'en va en regardant le designer droit dans les yeux. Cependant, Marianne sourit et regarde le protagoniste d'un air sinistre, comme si elle préparait quelque chose. Au bout d'un certain temps, la protagoniste se trouvait déjà dans son manoir, quand soudain sa femme de chambre a remarqué quelque chose de très intéressant dans la rue, où se trouve la calèche reconnue par la famille impériale pour les Beniti. Tasha a également ajouté que la cérémonie était toute proche et qu'elle était très curieuse de savoir ce que cela ferait de monter dans cette calèche. Lorsque la protagoniste a regardé celui-ci, elle a commencé à se souvenir de tous les malheurs qui lui sont arrivés après être montée dans cette voiture. Regardant Tasha qui se réjouissait beaucoup, Beniti la laissa se réjouir si elle le voulait, puisque de toute façon, les événements qui lui étaient arrivés dans sa vie passée ne se répéteraient pas. En se retournant brusquement, la protagoniste a dit à la servante qu'elle l'accompagnerait, ce qui a surpris Dasha, qui ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, et elle a donc demandé à nouveau si c'était vrai. Ce à quoi le protagoniste a consenti en disant qu'ils iraient ensemble au palais impérial. Tasha déborde de bonheur, car c'est la première fois qu'elle visite le palais impérial et elle est donc très excitée. En entendant cela, Beniti fut un peu surprise que sa servante ait dit que c'était la première fois qu'elle se rendait au palais impérial. Mais au même moment, elle se souvint que la dernière fois qu'elles avaient voyagé, elle avait porté les plus beaux vêtements qu'elles aient jamais portés. Ils visitaient des villes pour la première fois et étaient donc impatients de voir tout ce qui les entourait. Soudain, Beniti, d'une voix sérieuse, demande à Tasha de porter les vêtements les plus minables qu'elle possède, ce qui surprend un peu la servante qui demande si, pour cet événement, elle ne devrait pas porter les plus beaux vêtements qu'elle possède. Cependant, le protagoniste s'adresse à nouveau à la femme de chambre en lui demandant de mettre les vêtements les plus laids qu'elle possède. La servante était indignée et ne comprenait pas pourquoi elle devait le faire, et elle ne voulait certainement pas le faire, ce qui surprenait un peu la protagoniste, et elle demandait pourquoi, ce à quoi la servante a répondu avec inquiétude que les autres servantes la mépriseraient, et qu'elle était donc très inquiète à ce sujet, sans compter qu'elle ne voulait pas mettre Beniti dans l'embarras. Lorsque la protagoniste a entendu cela, elle a été un peu surprise et a immédiatement réalisé qu'elle ne l'avait pas vu venir. Comment elle voulait vraiment paraître aussi extravagante et ignorante que possible en habillant sa femme de chambre comme une mendiante? La fille ne pensait pas que Tasha serait aussi têtue, puis le protagoniste a dit qu'il y avait une raison à cela et que Tasha devrait suivre les ordres. La servante cria que c'était impossible, car il y aurait d'autres servantes et Aini, et elle ne pouvait pas imaginer ce qui se passerait après qu'il l'ait vue dans une tenue aussi laide. En outre, après cet incident, tout le monde commencera à discuter et à parler d'eux dans leur dos, de sorte que la femme de chambre ne veut pas que quelqu'un l'offense. À ce moment-là, le protagoniste se souvient que Tasha a probablement un compte personnel à régler avec la servante Rosalie et que cette dernière ne veut pas que l'autre servante la voie dans une tenue aussi horrible. Puis, réalisant qu'il n'y avait rien à faire, elle s'est rangée à l'avis de la femme de chambre et a décidé de porter ce qu'elle voulait.
ce qui a beaucoup plu à Tasha, et elle s'est mise à remercier Benity, qui n'avait pas réalisé à quel point l'expression du visage d'une personne pouvait changer si rapidement. Lorsque la protagoniste a quitté sa maison, elle a demandé à la femme de ménage de tenir la valise parce qu'il y avait quelque chose qu'il pourrait utiliser et qu'il ne fallait pas qu'elle la perde. Ce qui a surpris la nôtre et elle s'est demandé pourquoi le personnage principal avait besoin de changer de vêtements. Ce à quoi la jeune fille a répondu en souriant qu'elle voulait organiser une petite fête surprise. Soudain, une femme en robe verte qui se faisait un sang d'encre pour le personnage principal lui a demandé si elle pouvait le faire sans elle. Il s'est avéré que cette femme était la mère de Benity, qui n'était pas vraiment disposée à laisser son enfant se rendre seule au palais impérial, mais le protagoniste lui a répondu qu'elle était tout à fait gérable, car elle avait déjà 17 ans et qu'elle était déjà une vraie dame. Mais la femme n'est pas du tout rassurée et demande à nouveau à sa fille d'être très prudente et de se tenir dignement sur place, que la protagoniste accepte immédiatement, même si elle sait qu'elle devra renoncer à sa dignité lorsqu'elle arrivera au palais impérial. Pendant ce temps, la servante était toujours enchantée par le siège moelleux et elle n'arrivait pas à se calmer en réalisant que c'était la première fois qu'elle se rendait au palais impérial. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi Tasha ne s'était toujours pas calmée. Alors elle a dit à la femme de chambre qu'elle comprenait tout, mais que cela ne valait pas la peine de s'arrêter et de se comporter comme un plouc. En entendant cela, Sacha s'est immédiatement calmée et a commencé à agir comme une vraie dame. Parce que cela a un peu surpris Benity. Enfin, lorsqu'ils sont arrivés au palais impérial, ils ont été tout simplement émerveillés par la beauté des lieux. Tous les objets qui les entouraient avaient l'air très luxueux et demain, il y avait de belles fontaines partout. Aussi, la servante ne pensait pas que ce palais était si grand. Mais Benity était déjà fatiguée de voir Tasha s'étonner de tout. Alors elle s'est retournée et a dit que d'autres personnes seraient surprises de voir une servante aussi bavarde pour la première fois. En se promenant dans le palais, la servante ne comprenait pas comment le personnage principal connaissait si bien le chemin, comme si elle était venue ici souvent, ce qui irritait un peu la jeune fille qui demanda à Tasha de se taire pendant 1 minute. Dans la 5e bibliothèque du palais principal sont principalement des livres philosophiques. Et cette bibliothèque se trouve maintenant juste devant les héroïnes. Tout à coup, Benity est partie quelque part, ce qui a surpris la bonne, et elle a immédiatement demandé à la jeune fille ce qu'elle allait faire de tout cela. La jeune fille s'est alors approchée de Tasha et, prenant la valise, lui a demandé d'attendre ici car elle allait bientôt arriver. Puis la servante resta seule dans ce palais, où elle attendit que la jeune fille sorte de cette bibliothèque où personne n'entre habituellement. Après quelques minutes, Benity sortit enfin de cette pièce, ce qui choqua fortement tous les invités du palais qui ne comprirent même pas et pensèrent que la jeune fille était devenue folle. Il s'avère que le personnage principal vient de mettre la robe qu'elle a trouvée dans la boutique de Marianne, et c'est cette robe extravagante qui se démarque, et la jeune fille pensait que de tous les visiteurs d'aujourd'hui, elle serait la plus folle. C'est alors que la femme de chambre a commencé à s'inquiéter pour la protagoniste en disant que sa robe était trop provocante. En outre, la duchesse lui a ordonné de se comporter avec dignité et élégance. Cependant, Benity dit que Tasha ne comprend rien, car c'est de cette façon que l'on peut montrer sa dignité à la famille impériale, ce qui choque encore plus la servante. Cependant, la protagoniste voulait simplement que tout le monde voie son mauvais goût et sa mauvaise éducation. Elle avait besoin d'une robe qui lui vaudrait d'être renvoyée et de ne plus être candidate, c'est pourquoi elle a changé maintenant. Le personnage principal ordonne à la femme de chambre d'arrêter de parler de sa robe, mais Tasha tente de la convaincre en disant que les gens pourraient penser du mal d'elle, mais que cela ne l'intéressait pas vraiment. Bien que Benity et Tasha soient ensemble depuis l'enfance, c'est la première fois que la protagoniste montre de la colère envers elle, mais elle a été forcée de le faire parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Au bout de quelques minutes, il se trouvait déjà devant les portes du palais principal, et la protagoniste prit congé de sa servante, qui lui souhaita bonne chance et espéra que la famille impériale la choisirait. À ce moment-là, en ouvrant lentement les portes, Benity a pensé que cela commençait vraiment à arriver. Une fois à l'intérieur, la jeune fille voit un grand nombre de filles qui sont également candidates. Ces filles regardaient immédiatement le personnage principal et elles étaient étonnées par sa robe. Lorsque Benity s'en aperçoit, elle est heureuse, car c'est exactement la réaction qu'elle attendait de la part des autres candidats. Les candidats, debout dans une rangée pour connaître le nom de la jeune fille, n'ont pas compris comment la protagoniste pouvait s'habiller ainsi et se sont contentés de dire qu'elle était folle,
car personne ne porterait une robe aussi provocante. Soudain, une servante du palais s'est approchée des filles et a annoncé à grand bruit que Sa Majesté l'impératrice était arrivée. L'impératrice est gracieuse et belle, mais certainement pas miséricordieuse, contrairement aux apparences. Elle est toujours prête à lui poser des questions plus rapides et désagréables. Ce n'est pas une rose, c'est un poignard aiguisé. Il faut donc être très prudent. Puis, tous les candidats ont déclaré à haute voix que c'était un grand honneur pour eux de voir l'impératrice elle-même, et l'impératrice a ajouté qu'elle était très heureuse de partager cette belle matinée avec les candidats. Puis la femme de chambre demande à toutes les filles de se présenter une à une. Comme Beniti était la première dans la file d'attente, elle devait se présenter en premier. En expirant, elle se rendit compte que la dernière fois, elle avait choisi des mots éloquents. Mais cette fois-ci, elle a décidé d'utiliser des mots simples et de se présenter en disant qu'elle est la seule fille de la famille Raishi et qu'elle s'appelle Beniti. Son discours d'aujourd'hui a choqué tous les candidats et la femme de chambre, car ils ne pouvaient pas croire que la candidate se présenterait aussi brièvement. L'impératrice a également fait remarquer en souriant que Mademoiselle Beniti avait un accueil très joyeux. Après que toutes les servantes se soient présentées, la servante, tenant quelques papiers dans ses mains, a dit qu'elles allaient maintenant procéder aux examens et elle leur a demandé de se rendre dans la pièce qui leur avait été assignée. Lorsque la protagoniste est entrée dans cette pièce, elle a dit que cet endroit rendait les gens nerveux. Soudain, la femme de chambre s'est assise à la table et a décidé de commencer l'examen avec Madame Beniti. À ce moment-là, je n'ai pas remarqué que le protagoniste ne se tenait pas droit, alors elle lui a dit qu'elle n'avait pas une posture très correcte et lui a demandé de se lever correctement, ce à quoi le protagoniste a répondu en souriant qu'il avait juste mal au dos. La femme de chambre a donc été obligée de lui dire qu'elle pouvait demander à une personne spéciale de lui faire une injection et que sa douleur disparaîtrait. En entendant cela, Beniti a été obligé de s'asseoir correctement pour qu'il puisse commencer l'examen. À peine l'examen commencé, la protagoniste commence à remuer les jambes, ce qui énerve fortement la bonne, qui ne comprend pas pourquoi Beniti fait tout cela. Elle a commencé à ordonner à la jeune fille d'arrêter, mais Beniti, secouant ses jambes encore plus fort, désolée de grandir, a dit que c'était une habitude dont elle ne pouvait pas se débarrasser. À ce moment-là, la femme de chambre s'est levée brusquement et, les mains tremblantes, a pris la protagoniste par les épaules en déclarant qu'elle avait absolument besoin d'une dose de sédatif. Cela a un peu surpris Beniti et elle s'est rendue compte qu'elle avait un peu exagéré. Elle devrait donc se calmer un peu et au moins voir à quoi ressemblerait l'examen. Prenant une profonde inspiration, la servante se calme enfin et peut commencer l'examen. La première chose qu'elle veut savoir est la connaissance de l'histoire de Beniti. La servante demande donc au protagoniste de lui expliquer la signification de la fontaine qu'elle a vue dans l'enceinte du palais et la raison de sa construction. Cette fontaine s'appelle Brave Women. Lorsque l'empereur Alandra combattit les dragons, quelques femmes vinrent sur le champ de bataille pour donner aux soldats de la poudre et des armes, mais toutes furent réduites en cendres. Cette fontaine impériale porte le nom de leur acte, mais la protagoniste est bien consciente qu'elle ne peut pas donner la bonne réponse à cette question. Alors, faisant un visage sérieux, Beniti répondit quelque chose d'une grande source de désir, ce qui étonna beaucoup la servante, et elle se demanda pourquoi elle pensait ainsi. À ce moment-là, la jeune fille répond que les gens ordinaires font un vœu à la fontaine, et comme c'est la plus grande de l'Empire, elle peut être utilisée pour réaliser les rêves les plus chers. Cette réponse ne satisfait pas du tout la jeune fille, qui décide alors de poser une deuxième question. Pourquoi y a-t-il des ailes sur les armoiries de l'Empire? Lorsque l'empereur Alandra a vaincu le dragon, la famille impériale est victime d'une petite malédiction qui ne disparaîtra qu'avec elle. Un enfant maudit acquiert des pouvoirs spéciaux, mais il meurt parce qu'il ne peut pas les contrôler. C'est pourquoi de nombreux héritiers de cette famille sont morts, parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser ce pouvoir. Mais on croyait qu'un empereur naîtrait, qui vaincrait la malédiction et pourrait faire revivre les terres les plus désolées. Et à un moment donné, le principe a cessé de mourir et les gens ont pensé que la malédiction du dragon avait disparu. Le livre « Histoire de l'Empire », dont le pardon est obligatoire pour chaque noble, en parle en détail, de sorte que le protagoniste en connaît tous les détails. Maintenant, elle dit que les ailes signifient que le dragon a disparu. Ce qui est plus fort, c'est que la servante n'a pas aimé, et elle a dit que tout cela était faux, et que les ailes signifiaient en fait le symbole de la malédiction du dragon, et elle a aussi recommandé au personnage principal de bien relire l'histoire de l'Empire.
Après avoir jeté un coup d'œil au papier qu'elle avait laissé, la femme s'est rendue compte qu'il n'aurait plus de questions sur l'histoire. Elle a donc posé une question simple à Beniti, à savoir quelle était sa date d'anniversaire, ce à quoi elle a entendu une réponse immédiate. Le 12 décembre. La femme de chambre s'est alors rendue compte que le personnage principal était né le même jour que l'étoile, et elle s'est demandé si Beniti se souvenait de ce qu'elle avait fait le jour de son 8e anniversaire. Elle demande à la femme de chambre si elle se souvient de ce qu'elle fait, ce qui surprend un peu la femme de chambre qui s'étonne de l'impolitesse de Beniti et déclare qu'elle pose des questions ici. Elle a également demandé à la jeune fille si elle savait ce qui lui arriverait si elle continuait à enfreindre les règles, et Beniti a répondu qu'elle serait très probablement exclue de la cérémonie de sélection. Mais la servante a répondu d'une voix calme qu'elle ne serait pas vraiment expulsée, mais qu'elle pourrait même être accusée d'avoir manqué de respect à la famille impériale, et si l'accusation est prouvée, certaines des terres de Raïcha seront restituées à l'Empire. Lorsque la protagoniste entendit cela, elle fut un peu surprise, car c'était la première fois qu'elle entendait parler d'une telle règle, et elle demanda à la servante si elle l'avait inventée elle-même. Ce qui a encore plus irrité la femme, et en brandissant les papiers, elle a dit qu'aucune dame avant elle ne s'était jamais comportée de façon aussi irréfléchie entre l'ignorance et l'insouciance. Il y a une grande différence. La femme s'est levée et est partie, ajoutant que si Beniti continuait à se comporter de la sorte, elle demanderait à monsieur de la poursuivre pour outrage. À ce moment-là, le protagoniste s'est rendu compte qu'elle ressemblait à une femme et s'est mis en colère. En outre, les serviteurs de l'impératrice sont son visage, de sorte qu'insulter la comtesse équivaut à insulter sa majesté. Elle doit donc être mise à la porte pour son terrible comportement. Beniti s'est donc retournée et a demandé à la femme ce qu'elle voulait entendre lorsqu'elle lui a parlé de son 8e anniversaire, et la jeune fille n'a pas compris pourquoi la femme de chambre la menaçait alors qu'elle pouvait simplement l'expulser. La femme de chambre qui regarde par la fenêtre lui répond qu'il est normal de ne pas se souvenir de tous les détails de son enfance, mais elle lui demande de penser aux moments forts de son enfance. En entendant cela, Beniti a réalisé qu'elle pouvait simplement ignorer la question, et comme toujours répondre très simplement, mais pour une raison ou une autre, elle a senti que ce n'était pas exactement une question aléatoire. En regardant la femme, le protagoniste lui a demandé s'il lui était arrivé quelque chose à l'âge de 8 ans, mais la servante a répondu qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait et comment elle pouvait savoir ce qui lui était arrivé. Ce qui a laissé le personnage principal dans un état de stupeur encore plus grand, et elle a demandé de quoi il s'agissait à ce moment-là, ce à quoi elle entendit la réponse que la femme de chambre testait sa mémoire dans le cadre de l'examen, ce qui choqua grandement Beniti. En quittant cette pièce, la jeune fille a réfléchi au fait qu'après cela, Elika se comportait étrangement, parlait de manière confuse et commettait sans cesse des erreurs. La protagoniste ne s'est donc pas rendue compte qu'elle était tombée amoureuse de cette femme au sang-froid. Elle voulait rentrer chez elle pour en savoir plus et obtenir des réponses à ses questions. Après avoir revêtu sa robe habituelle, Beniti remarque l'absence de sa femme de chambre et se met à sa recherche. La protagoniste est sortie et a vu Natacha, qui s'était endormie juste à côté du palais impérial, ce qui l'a un peu surprise. Courant rapidement vers la fille, Beniti l'a immédiatement écrasée en lui disant qu'elle avait fini et qu'il pouvait partir maintenant. En se retournant brusquement, le protagoniste aperçoit Rosalie, qui porte une robe violette et qui est occupée à quelque chose. À ce moment-là, la protagoniste a pris sa servante par la main et s'est mise à courir à toute vitesse. Il s'avère qu'ils se sont cachés derrière le palais pour entendre ce dont parlait Rosalie. Pendant qu'elle écoutait, la protagoniste a entendu une autre voix qui lui a semblé très agréable. Il s'est avéré que cette voix angélique appartenait à la princesse Silina Reinos, qui appréciait le parfum des fleurs. Beniti a été choquée de voir la princesse dans cet endroit, puisque c'est grâce à elle qu'elle a pu remonter le temps. En regardant la princesse, elle s'est promis qu'elle serait capable d'arranger les choses et qu'elle ne ferait pas les mêmes vieilles erreurs. Alors qu'il épie les jeunes filles, le protagoniste entend Rosalie demander à la princesse si elle a entendu les dernières nouvelles, à savoir la robe que porte mademoiselle Beniti. En entendant cela, Silina s'est montrée très intéressée et a demandé à la jeune fille quel genre de robe elle portait. Elle a répondu que Rosalie avait chuchoté qu'il s'agissait d'une tenue très provocante et qu'elle pensait qu'il y aurait bientôt de mauvaises rumeurs à ce sujet. La jeune fille a également ajouté qu'il y avait beaucoup de diamants différents sur la robe de Vepitiea et qu'elle ne comprenait pas comment sa conscience pouvait lui permettre de la porter.
et c'est pourquoi les gens discuteront d'elle après cet institut. Bien que Rosalie sache que Mademoiselle Beniti n'est pas une femme extravagante, elle a supposé qu'il lui était simplement arrivé quelque chose. Pendant ce temps, la protagoniste derrière le mur était en colère parce qu'elle se rendait compte que Rosalie avait tout changé. Mais une fois qu'elle s'est calmée, elle est heureuse que son plan se déroule bien. Soudain, Beniti entend la princesse demander à Rosalie si la protagoniste a acheté sa robe dans la boutique de Marianne, ce qui surprend un peu la protagoniste qui ne comprend pas comment la princesse a pu le deviner avant cela. Célina a ajouté que cette robe n'existe qu'en un seul exemplaire et que ce n'est donc pas par hasard qu'elle s'appelle Golden Wave. De plus, la princesse a secrètement avoué à Rosalie qu'elle voulait en fait acheter cette robe, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de le faire parce qu'il s'agissait du seul exemplaire. Lorsque la protagoniste a entendu cela, elle a été choquée et n'a pas compris pourquoi une princesse avait besoin de vêtements aussi voyants. En souriant, la princesse a ajouté que Rosalie vit à Reynosa, un pays de mode, et que la jeune fille ne comprend donc pas pourquoi Rosalie n'a aucun goût. La princesse a dit que les diamants sur le tableau n'étaient pas des diamants, mais de la fyanite. Un certain bijoutier Hans qui ressemble exactement à un diamant. Rosalie est très surprise de ce qu'elle entend. Elle ne comprend pas pourquoi la princesse veut acheter une robe avec de faux diamants. Ce à quoi la princesse a répondu avec un sourire en coin que si elle achetait une robe ornée de vrais diamants, elle serait hors de prix et ne pourrait pas la porter du tout. En outre, les gens veulent aussi porter des pierres scintillantes, mais le prix est trop élevé pour eux. Mais grâce à la fyanite, tout est possible. Aujourd'hui, tout le monde peut s'offrir une belle robe peu coûteuse, car la fyanite n'est pas inférieure aux autres par sa brillance. Beniti ouvre la bouche sous le choc et n'arrive pas à croire que les diamants qui recouvrent cette robe ne sont pas réels. Elle demande donc à Tasha si elle en a eu connaissance, ce à quoi la femme de chambre répond que c'est la première fois qu'elle en entend parler. Princesse est la sœur cadette de Karzan et a 1 an de moins que Beniti. Elle est connue pour son amour des fleurs et des plantes. Mais sa passion, ce sont les robes, bientôt une créatrice sans nom avec des compétences supérieures dans le monde de la mode. Et lors du mariage de Beniti, il s'avère que la créatrice était en fait Célina depuis le début. Elle sera propriétaire d'une grande boutique à la périphérie de l'Empire Reynos. Et si elle cache tout, c'est parce que l'impératrice voulait que Célina soit une princesse normale. La princesse a ajouté qu'elles avaient réussi à créer une tenue imbattable à un prix très abordable, raison pour laquelle Mariana avait décidé de ne créer qu'une seule pièce. Elle souhaitait donc trouver quelqu'un qui connaisse la mode et comprenne la valeur du figane. Elle se demandait si les gens pouvaient refaire la différence entre une vraie pierre et une fausse, et tout le monde a refusé de l'acheter parce qu'il pensait qu'il s'agissait de diamants. Par conséquent, tout le monde avait peur de la fyanite, mais les demoiselles ont tout de même osé acheter cette robe. Rosalie se demanda alors pourquoi la princesse n'achetait pas d'abord cette robe, ce à quoi la jeune fille répondit que Marianne avait refusé de la lui vendre. La créatrice a dit qu'elle donnerait la robe gratuitement à la princesse si personne ne l'achetait, mais Beniti l'a déjà prise. De plus, la protagoniste n'allait pas se vanter de cette tenue, et elle était en fait juste en avance sur la mode. Ceci dit, la princesse s'est immédiatement arrêtée et a ajouté qu'elle ne corrigeait pas la mode, mais qu'elle devenait une innovatrice. De son côté, Beniti, qui a tout écouté, est en état de choc et ne comprend pas comment on peut en arriver à de telles conclusions à son sujet. Après un certain temps resté à la maison entourée de sa famille, la protagoniste ne comprend pas comment elle a pu obtenir le statut de fashionista. Pendant ce temps, Tasha ne pouvait pas se calmer, disant qu'elle n'avait aucune idée que Beniti pensait si profondément lorsqu'elle a choisi la robe. La mère du personnage principal était également très heureuse pour sa fille, en disant qu'elle était très intelligente, et elle a ajouté que sa fille était devenue plus perspicace. Après cet incident, tout le monde a commencé à regarder le personnage principal différemment. Au début, ils pensaient qu'elle était folle et immature, mais par la suite, ils l'ont qualifiée de cool et de très intelligente. Aujourd'hui, elle n'est plus considérée comme folle et sa réputation n'a fait que s'améliorer. La fyanite, qui est moins chère que la farine, est devenue populaire grâce à elle. Et maintenant, toutes les filles de la ville en portent, et la popularité de Beniti grandit de jour en jour. Elle a donc décidé que si elle l'avait su, elle n'aurait jamais acheté cette robe. Elle comprenait enfin pourquoi Marianne avait souri lorsque la protagoniste s'était acheté cette robe. De retour à la cérémonie de sélection, la protagoniste rencontre Rosalie qui lui demande immédiatement si elle a choisi cette robe dorée pour elle-même. Elle a également fait l'éloge de Beniti, dont on dit qu'elle ne savait pas qu'elle s'y connaissait si bien en matière de mode,
Mais à ce moment-là, elle a fait semblant d'être très intéressée par la conversation avec Rosalie, bien qu'elle n'ait pas vraiment aimé que Rosalie fasse des commérages à son sujet avec la princesse. En se retrouvant dans une rangée avec les autres candidates, la jeune fille s'est rendue compte que ses chances de devenir une épouse potentielle avaient encore augmenté. Mais elle doit toujours suivre son plan et aujourd'hui, elle doit faire cet examen à tout prix. En quelques minutes, tous les candidats étaient déjà à l'extérieur, où ils devaient passer le deuxième examen, à savoir déterminer le type de thé. Lors de l'examen, ils doivent comprendre la variété par une odeur, dire les propriétés utiles et la méthode de culture. Dans sa vie antérieure, il a plu lors d'un examen, mais Beniti l'a passé calmement en demandant qu'on lui apporte un parapluie et Elika a apprécié l'acte. Mais aujourd'hui, la jeune fille a l'intention de faire exactement le contraire, afin de faire chuter sa note. En y réfléchissant, elle s'est rendue compte que grâce à ses souvenirs et à sa vie antérieure, elle savait ce qui l'attendait, contrairement à d'autres, ce qui signifie qu'elle pourrait aider quelqu'un à passer ses examens. Mais comme il y a beaucoup de candidats, Beniti ne sait même pas qui choisir. Car même s'il y a de bons scores, tous les titres inférieurs aux filles de marquis ou de ducs seront éliminés. Il vaut donc la peine de trouver quelqu'un qui pourra prendre sa place. En regardant du côté de Beniti, elle a remarqué une fille humble et ordinaire qui était la fille du marquis de Delette. Elle est le personnage principal, puis elle a remarqué une autre femme qui avait les cheveux roux et qui était très belle. Elle s'appelait Rumina. Beniti se rend compte qu'elle ne peut pas être aussi honnête que possible avec Rumina, mais qu'elle ne va pas non plus faire du tort à sa famille. S'approchant de la jeune fille, le protagoniste a commencé à lui chuchoter qu'elle pensait que la deuxième épreuve consisterait à deviner le type de thé. Elle a expliqué son intuition qu'il y avait des tables à thé sur le site de l'examen et que les questions seraient donc liées à ce sujet. Elle a déclaré que pendant que les domestiques préparaient tout pour l'examen, ils ont eu l'occasion de se préparer un peu mieux. Cependant, Rumina ne comprend pas pourquoi Beniti lui dit tout cela puisqu'elle ne l'aime pas, ce qui surprend un peu la protagoniste qui dit que ce n'est pas vraiment vrai. La fille a pointé du doigt le personnage principal et s'est approchée d'elle pour lui dire qu'elle ne l'aimait pas, afin qu'il n'y ait pas de conversation inutile entre elles. En partant, elle a ajouté qu'elle savait déjà tout sur l'examen. Beniti était complètement dépassée et ne comprenait pas ce qu'étaient les bonnes manières. D'ailleurs, Rumina n'a même pas écouté. S'approchant ensuite de Delita, le protagoniste lui avait déjà dit que cet examen porterait sur le thé. La jeune fille en fut un peu surprise, mais remercia tout de même le protagoniste pour cette information. Beniti a également ajouté qu'il pourrait pleuvoir aujourd'hui, ce qu'elle a appris par hasard de la part du sorcier sur le chemin. Le protagoniste a commencé à tripoter les oreilles de Delita en lui disant que certains sorciers pouvaient prédire le temps, mais la jeune fille a regardé le ciel et n'a pas compris comment il pouvait pleuvoir, puisqu'il n'y avait pas de nuages aujourd'hui. Cependant, le protagoniste s'est approché de l'oreille de la jeune fille et a commencé à lui chuchoter que si elle voyait une libellule volant à basse altitude pendant l'examen, elle devrait demander un parapluie aux examinateurs, ce qui se produit lorsque l'humidité augmente. Beniti s'est alors immédiatement précipitée vers Rosalie, affirmant qu'elle détenait des informations très utiles. En effet, elle lui a dit qu'il pourrait bientôt pleuvoir et que se mouiller pendant l'examen serait même utile, ce qui a un peu surpris la jeune fille qui ne comprenait pas pourquoi aller aussi loin. Cependant, le protagoniste s'est rendu compte que s'il passait l'examen sous la pluie, ses chances d'être sélectionné diminueraient et il pourrait être renvoyé, mais Rosalie a dit qu'il avait ainsi une chance d'améliorer sa réputation. Même si elle pensait que si elle prenait froid, elle ne gagnerait pas de points, ce qui était une bonne chose pour Beniti. Elle continuait à dire à la jeune fille que si elle faisait preuve de résilience et restait sous la pluie, elle gagnerait le respect des autres. Après avoir réfléchi, Rosalie a dit que c'était même un très bon plan, ce qui a rendu le personnage principal très heureux puisqu'il était pris dans un piège. Soudain, Elika a ordonné à tous les candidats de se rassembler, car ils allaient maintenant commencer le deuxième examen. Beniti l'a soudain interrompue en disant qu'elle avait la gorge sèche et qu'elle voulait prendre du thé, ce qui a un peu surpris tous les candidats, qui n'ont pas compris pourquoi. Après avoir bu du thé, le protagoniste a fait un petit rôte, ce qui a fortement surpris l'examinateur, qui a été complètement choqué par ce comportement. Elle ne comprend pas comment un candidat peut se comporter ainsi lors d'une cérémonie de sélection. Cependant, la protagoniste s'est excusée en réalisant que sa réputation allait certainement diminuer
et qu'après l'examen, tout le monde se moquerait d'elle à cause de ce rot, une servante inquiète a demandé à la jeune fille si elle avait appris l'étiquette du thé, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle avait tout simplement très soif et qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Puis, s'essuyant le visage avec un chiffon, la femme demande à Beniti si elle sait comment s'appelle le thé qu'elle vient de boire. Ce à quoi la protagoniste a répondu que, bien sûr, elle le savait. Le thé d'artichaut n'a pas de goût. Il est faible et très cher. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas l'acheter, mais tous les nobles le connaissent. Mais pour ternir encore plus sa réputation, la jeune fille a dit qu'elle connaissait le nom de ce thé, qui est bergamote. Elle a expliqué sa décision en disant qu'elle avait goûté la bergamote en buvant le thé. S'approchant de l'oreille de la jeune fille, la servante commence à dire que la dernière fois, elle pensait que Beniti n'était pas d'humeur à passer l'examen, mais que cette fois-ci, elle était allée trop loin. Les nobles boivent plus souvent du thé que de l'eau. Et Elika ne peut pas croire aussi facilement à cette absurdité selon laquelle ce thé serait à la bergamote. La femme ne comprend donc pas ce que la protagoniste veut accomplir, mais elle lui a demandé de la laisser en dehors de tout cela. Beniti a compris que la bonne était encore plus en colère et qu'elle la traiterait encore plus mal. Elle a donc supposé qu'il lui suffisait de se mouiller sous la pluie pour ne pas être laissée pour compte et être expulsée. Pendant ce temps, Delette regarde ailleurs et remarque que les libellules volent bas. Elle demande alors à l'observateur de lui donner un parapluie, car à en juger par les libellules qui volent bas, il risque de pleuvoir bientôt. En voyant cela, l'observatrice a été un peu surprise par les connaissances de la jeune fille et a écrit quelque chose dans un document pour dire qu'elle allait le préparer maintenant. Beniti, qui regardait le match, s'est réjoui et a souhaité que Delteta continue à gagner des points. Au bout d'un moment, comme le protagoniste s'y attendait, il s'est mis à pleuvoir et toutes les filles ont été obligées de passer l'examen. Pendant ce temps, la protagoniste était également sous la pluie et ne comprenait pas pourquoi personne n'avait proposé de lui apporter un parapluie, mais c'est bien parce que tout se passe comme prévu. Soudain, la servante s'approcha de la jeune fille en disant qu'elle voulait la regarder. La femme a regardé la jeune fille et lui a dit que l'examen était terminé pour elle, ce qui a surpris Beniti qui a voulu savoir pourquoi. Elika a expliqué à la jeune fille que sa température corporelle avait beaucoup baissé et que cela pouvait affecter sa santé. La femme a également regardé Rumina et Rosalie, qui attendaient également, toutes trempées, et leur a ordonné de se rendre dans la chambre d'hôpital. Après quelques minutes dans la salle d'hôpital, le personnage principal s'est retrouvé dans la même pièce que ses filles, et elles avaient toutes un rhume et se sentaient malades. De même, lorsque Beniti a demandé à Rumina ce qu'elle faisait sous la pluie, la jeune fille s'est mise à crier de façon hystérique en disant qu'elle savait parfaitement et comprenait que le personnage principal et Rosalie voulaient se mouiller sous la pluie volontairement, ce qui a laissé Beniti un peu choquée. Rumina fait référence à la famille du vicomte Askandar qui possédait un petit domaine et le même charbon de bois a été trouvé à l'arrière de celui-ci. Le vicomte développe progressivement ses affaires et fait fortune, jusqu'à obtenir le statut de duc. Rosalie et les autres nobles étaient donc mécontents de la famille de Rumina, qui avait à l'origine un titre peu élevé. Et à cause de son complexe d'infériorité, elle détestait tous les nobles, en particulier Beniti et Rosalie. Assise sur un lit avec de la fièvre, la protagoniste s'est sentie un peu mal à l'aise de se trouver dans la même pièce que des personnes qui la détestent, mais grâce à cela, elle manquera le reste des examens. Le lendemain, Beniti se réveille avec Tasha qui la réveille parce qu'il a une grande nouvelle, à savoir un article très intéressant dans le journal qui a l'air suggestif. En effet, les 3 filles n'ont pas refusé l'examen, même sous une pluie battante, et la femme de chambre a immédiatement félicité la protagoniste en lui disant qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour devenir l'élue. De plus, les autres candidats sont critiqués pour leur inhumanité et le fait qu'ils auraient pu ignorer Beniti et ne pas l'aider du tout. Tout ce que les gens disent, c'est que c'est une princesse qui n'a pas peur de se mouiller et sur laquelle ils peuvent compter. Finalement, tout a été remis à plat et le protagoniste s'est déjà retrouvé dans le palais impérial. Elle y rencontre immédiatement Rumine, qui sourit et comprend qu'ils sont tombés sous la pluie exprès pour passer le 2e examen, alors que ce n'est pas le cas et que la protagoniste ne voulait pas que cela se passe ainsi. De plus, elle ne veut pas être la femme de Karzan, et Beniti ne comprend pas pourquoi tout va mal. Soudain, Elika est arrivée devant eux avec un document et a commencé à parler des filles qui seraient les principales candidates au mariage. Elle a commencé à énumérer les candidates qui ont réussi les examens et sont devenues les meilleures candidates, et ces candidates sont Rumina, Rosalie et Mademoiselle Beniti,
ce qui a beaucoup effrayé le personnage principal. Après être rentrée chez elle, la jeune fille a immédiatement rencontré sur le pas de la porte sa mère, qui était heureuse pour sa fille. On dit qu'elle n'a même pas douté qu'elle ne pourrait pas faire face. Tasha a également ajouté qu'ils n'ont aucune idée de tout ce qui se dit sur eux maintenant. Tout le monde pense que Beniti est une vraie princesse héritière qui servira bien son peuple. Cependant, la protagoniste a regardé ses proches et leur a demandé de la laisser tranquille maintenant, ce qui a un peu surpris ta mère qui pensait que leur fille était enrhumée. Dans sa chambre, le regard perdu dans le vide, Beniti se rend compte qu'il lui faut trouver un nouveau plan. Alors qu'elle réfléchissait, elle se souvint que les candidates allaient bientôt participer à un concours pour choisir la princesse héréditaire. Mais avant cela, les filles rencontreront leur impératrice lors d'une cérémonie au cours de laquelle elles recevront les couronnes de princesse candidates. Mais si la fille ne participe pas à cette cérémonie, elle sera automatiquement expulsée. La protagoniste aimerait se retirer, mais elle ne peut malheureusement pas le faire. Il n'y a pas de raison radicale à cela. Il serait tout à fait ridicule qu'une jeune fille issue d'une famille noble refuse le titre de princesse héritière. Puis, après avoir réfléchi un peu plus longuement, Beniti a commencé à emballer toutes ses affaires pour s'échapper de chez elle. Elle a apporté une lampe à huile, de la nourriture longue durée et elle loue une voiture. Après avoir rangé toutes ses affaires, elle a décidé qu'elle ne reviendrait que lorsqu'elle serait sûre d'avoir été expulsée et d'après ses calculs, cela pourrait prendre une semaine ou deux, donc cela valait la peine d'attendre un peu. Elle s'est assurée qu'elle réussirait, car elle savait beaucoup de choses qu'elle ignorait auparavant. Et une fois qu'elle aurait enfin mis son plan à exécution, son avenir pourrait changer pour toujours. En marchant dans la forêt, elle décida de vérifier à nouveau où elle se trouvait par rapport à l'endroit où elle se dirigeait. Après vérification, elle réalisa qu'il lui restait 4 jours avant d'arriver à Kubaran, dans le nord. Son père n'aurait jamais cru que sa fille s'y rendrait un jour toute seule. Beniti a choisi cet endroit parce que Kubaran est le lieu de résidence du mentor de son père, le duc de Kubaran. En rassemblant sa carte, la protagoniste s'est dit qu'elle devait être à la fois extrêmement prudente et préparée à toute circonstance imprévue. En outre, le chemin pour y parvenir serait très difficile. Elle décide de prendre une calèche pour Vanessa, d'y passer la nuit, puis d'en prendre une autre et de se rendre à Rizos. Elle pense aussi pouvoir prendre un raccourci vers Rizos, mais elle devra alors passer la nuit à la Belle Étoile et dépenser de l'argent brut sur la route sans s'arrêter pour arriver à Kubaran. Avant de finir de la sorte, le personnage principal demande à un homme de lui apporter un petit livre dont elle a grand besoin. Ce livre s'avère être un guide de base pour les voyageurs débutants, mais l'homme ne comprend pas pourquoi mademoiselle a besoin de ce livre. Il s'est avéré que ce type s'appelait Hampton, et Beniti a mis son doigt devant sa bouche et lui a demandé de ne dire à personne ce qu'elle faisait, et encore moins de le dire à ses parents. Quoi qu'il lui arrive, il doit garder le secret. Alors elle lui a demandé de promettre de garder le secret. Puis Hampton se rangea à l'avis de Beniti, promettant qu'il ne le dirait à personne et espérant qu'elle s'en sortirait et que le duc n'aurait pas à s'inquiéter pour elle. Grâce à ce livre que lui a offert Hampton, elle peut désormais savoir où louer une calèche et passer la nuit. En plus de cela, elle doit encore marcher 2 heures jusqu'au parking et elle se sent déjà mal maintenant et réalise qu'elle est probablement un peu pressée puisqu'elle n'a pas encore complètement attrapé son rhume. En regardant le ciel nocturne, Beniti se dit qu'il n'y en a peut-être pas encore de l'autre côté, qu'il ne faut pas marquer et qu'il faut se dépêcher d'aller sur le parking. Rassemblant toutes ses forces, la protagoniste a immédiatement couru jusqu'au parking et après un certain temps, elle y est finalement arrivée, bien qu'elle soit très fatiguée. Elle a déjà commencé à choisir une calèche et elle a repéré une calèche très intéressante avec un rideau pour que personne ne puisse la voir, ce qui est parfait pour elle. Elle était heureuse de pouvoir enfin monter à cheval et de ne plus avoir à marcher. Dans la voiture, le protagoniste ne comprend pas pourquoi ils avancent si lentement. Soudain, elle a regardé sur le côté et a vu qu'un inconnu avec une cape était entré dans son wagon, ce qui l'a effrayée et elle n'a pas compris ce qui se passait. L'homme a couvert la bouche de la jeune fille et lui a ordonné de ne rien dire, et il a également ajouté qu'après la jeune fille, si elle ne criait pas. En regardant le visage de ce type, Beniti fut très surprise car elle se souvenait de lui et de sa vie passée, à savoir qu'il était le prince héritier de Karzan Renos. Il a généralement les cheveux noirs et les yeux rouges, mais il se déguise en blond lorsqu'il veut cacher sa véritable identité, comme maintenant. Le protagoniste était un peu confus et ne comprenait pas pourquoi il faisait tout cela.
De sa vie antérieure, elle se souvient que la veille de l'annonce de la princesse héritière, Karzan a tenté de s'enfuir mais a été rattrapé. Et il semble qu'il ait fait de même cette fois-ci. Le même homme qui a toujours traité Beniti avec froideur et qui a été tué la première nuit après leur mariage, la protagoniste ne voulait plus le rencontrer. Alors elle s'est enfuie, mais elle n'a pas compris pourquoi ils se sont rencontrés à nouveau. Soudain, le prince demande à la protagoniste de l'emmener à Vanessa, ce qui surprend un peu la jeune fille. Elle se souvenait également qu'il avait été attrapé par la garde du palais Vanessa lorsqu'il avait voulu s'enfuir dans sa vie antérieure. Ce qui signifie que les gardes du palais pourraient être à leur trousse maintenant, et la jeune fille a donc dû abandonner pour ne pas se faire prendre. Mais l'homme ne veut pas abandonner si facilement et demande à nouveau à Beniti de l'aider, ce qui surprend un peu la protagoniste, car comment pourrait-il demander de l'aide après que Rezko soit entré dans sa voiture et l'ait bâillonné en la menaçant? Karzan a ensuite admis qu'il avait été un peu brutal, et ils ont déjà commencé à s'excuser. Cependant, la jeune fille l'a immédiatement interrompu en disant qu'elle ne voulait pas de ses excuses, et elle a exigé qu'il sorte immédiatement de son carrosse. En entendant cela, le prince a immédiatement sorti une pile de pièces d'or, disant qu'en échange de son aide, elle recevrait ces pièces. Beniti l'a regardée et, surprise, a réalisé qu'avec ces pièces, elle pourrait vivre confortablement loin de chez elle. Mais elle reprit immédiatement ses esprits et refusa cette proposition, ce qui étonna beaucoup le prince, qui, dans un état de confusion, se contenta de fixer la jeune fille, ce qui l'a mis mal à l'aise, car elle ne voulait pas être près de lui. Karzan demanda alors à la jeune fille, d'une voix calme, s'il pouvait le dire à tout le monde quand il descendrait de la voiture, ce qui surprit un peu la jeune fille, qui se demanda ce qu'il en était. Ce à quoi l'homme a répondu que ses vêtements avaient l'air ordinaire. « Eh bien, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un tissu de haute qualité qu'aucun roturier ne pourrait s'offrir. » De plus, la jeune fille se déplace dans une voiture louée, sans escorte et sans armoirie familiale. En souriant, il pense qu'elle essaie manifestement de cacher quelque chose. Mais en fait, ce prince ne se rend pas compte que la fille essaie de s'éloigner de lui, alors il crie après le gars. Elle lui demande pourquoi il n'a pas pu prendre l'autre carrosse et est monté dans celui-ci. Karzan lui répond qu'il n'y a plus de voiture disponible et qu'il n'a pas le choix, ce qui rend la protagoniste encore plus méfiante et lui fait comprendre qu'elle ne peut pas se permettre d'être démasquée. Elle se rend également compte que le prince est de ceux qui ne choisissent pas leur méthode, et elle pense donc qu'il va vraiment dire à tout le monde qu'elle s'est échappée. Elle est également troublée par le fait qu'ils doivent aller au même endroit, mais elle est heureuse que la destination ne soit pas la même. Elle est donc contrainte d'accepter les conditions du prince, mais elle n'accepte de l'emmener avec elle qu'à une seule condition. Dès leur arrivée, ils se sépareront immédiatement. Mais c'était comme si le prince n'écoutait pas du tout la jeune fille et regardait simplement par la fenêtre, ce qui mettait Beniti en colère. Le protagoniste s'est rendu compte que Vanessa était à un quart de journée de chez lui et qu'ils allaient devoir passer tout ce temps ensemble, sans compter que c'était la première fois qu'ils communiquaient en dehors de tout statut. Beniti a donc décidé qu'elle pouvait se permettre de poser une question au prince, à savoir pourquoi il s'est enfui. À ce moment-là, le prince dit d'une voix forte qu'il n'avait pas besoin de s'expliquer, ce qui convainquit encore plus la jeune fille que son caractère n'était pas des plus agréables. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi il continuait à regarder par la fenêtre. Elle voulait juste entendre son histoire, ce à quoi il a répondu qu'il n'avait pas à satisfaire sa curiosité. Beniti s'est rendu compte qu'elle n'avait pas intérêt à demander quoi que ce soit, et elle a oublié qu'ils étaient maintenant sur un pied d'égalité. Alors elle s'est excusée par habitude. Au bout d'un moment, ils arrivent enfin chez Vanessa, où la protagoniste descend de sa voiture, remercie le chauffeur et le paie pour son travail. En se retournant brusquement pour voir où était le principe, elle s'aperçut qu'il avait disparu, mais c'était encore mieux pour elle car elle pouvait enfin se détendre. En regardant le ciel nocturne, la jeune fille se rend compte qu'elle doit trouver un endroit où loger le plus rapidement possible, mais comme elle a un guide pour les voyageurs débutants, elle peut facilement le faire. Le lendemain matin, elle se réveille et découvre que ses affaires ont été volées pendant qu'elle dormait. Elle a demandé de l'argent à l'aubergiste et il a dit qu'il ne le ferait pas. C'est tellement stupide. À ce moment-là, Beniti a crié hier en disant que ce n'était pas de sa faute si des objets avaient été volés, mais l'homme a calmement demandé à la fille de se plaindre au service municipal si elle n'était pas satisfaite, et il n'en a rien à faire.
Mais elle est tombée sur des marchands qui voulaient acheter ses vêtements à Beniti en disant qu'ils pourraient en tirer beaucoup d'argent. La protagoniste n'ayant pas d'autre choix, elle est obligée de renoncer et de vendre ses vêtements, mais le marchand qui a pris ses vêtements n'est jamais revenu. Il regarde également l'aubergiste et demande en souriant à Beniti de sortir d'ici, ce qui surprend la jeune fille qui ne sait même pas où aller, d'autant qu'il pleut dehors et qu'elle ne sait pas du tout quoi faire dans cette situation. Elle a d'abord voulu se plaindre auprès du gouvernement de la ville, mais sa famille l'a appris à coup sûr, et la nouvelle s'est vite répandue que mademoiselle Beniti s'était enfuie de chez elle le jour de l'annonce des candidates à la princesse. Alors quand elle s'est retrouvée dépassée, elle n'a même pas su quoi faire. En regardant la robe qu'elle a reçue du marchand à qui elle avait donné sa belle robe, Beniti était tout simplement furieuse car c'était une robe minable, et dès qu'elle a enfilé ce vêtement, sa noble miss a immédiatement disparu. Elle se souvint de Carzane et réalisa qu'elle n'allait pas rester dans la rue et que pour cela, elle devait trouver un prince. Juste après le déjeuner au Babaz, le restaurant le plus célèbre de Vanessa, il a été arrêté par une équipe de recherche. La protagoniste a donc décidé qu'elle devait d'abord le trouver et elle s'est rendue directement dans ce bar pour le rencontrer. Elle remarqua que le prince n'était pas encore là, ce qui la choqua un peu. Elle sentit aussi une bonne odeur de nourriture, mais comme elle était pauvre maintenant, elle ne pouvait même pas s'offrir un morceau de pain. Elle a soudain remarqué que Carzane marchait tranquillement dans la ville et se dirigeait vers ce bar. Beniti lui a immédiatement sauté dessus et l'a empêché d'entrer dans ce bar sous aucun prétexte. Cela l'a un peu surpris et il a failli utiliser sa magie sur la jeune fille. Beniti commença à demander à l'homme de l'aider, mais le prince était un peu perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi il devait aider une roturière, mais la jeune fille lui rappela immédiatement qu'elle l'avait sauvée hier et que c'était grâce à elle qu'il avait pu arriver jusqu'ici. À ce moment-là, le type dit en souriant que c'est un spectacle très intéressant et qu'il ne comprend pas ce qui est arrivé à l'héroïne, car il y a un jour, elle portait une belle robe luxueuse et maintenant elle ressemble à un pauvre homme. Beniti a répondu qu'on lui avait volé son argent, puis ses vêtements, ce qui a un peu surpris le type, qui a souri et a dit que même son chat ne ferait pas quelque chose d'aussi stupide. Son chat s'appelle Belle. C'est un gros animal choyé qui ne peut rien faire tout seul. Alors, en entendant cela, la protagoniste s'étire un peu puisqu'elle pensait que le prince disait que même son chat était en meilleure santé qu'elle. Beniti s'est alors sentie très mal à l'aise et inquiète. Elle lui a dit que les choses avaient disparu lorsqu'elle s'était réveillée. Le type a compris en souriant ce qui se passait et a dit qu'il serait étrange qu'une femme noble sans serviteur reste à l'auberge et qu'il ne lui arrive rien. Alors il a expliqué à la fille qu'ils avaient prévu de la voler depuis le tout début. À ce moment-là, Beniti a enfin compris pourquoi ce stupide aubergiste l'avait chassée de là. Alors je me sens très à l'aise. Elle a demandé de l'aide à Carzane, mais le prince montre sa paume et dit qu'il ne veut pas l'aider. Il lui explique qu'il l'a déjà payé pour qu'elle le conduise ici hier et qu'il a donc la conscience tranquille. La protagoniste, furieuse, commence alors à menacer le prince, disant que s'il ne l'aide pas, elle dira à tout le monde qu'il s'est glissé dans son carrosse. Et il semble qu'elle ne soit pas la seule noble à s'être enfuie de chez elle. Mais le type a commencé à s'éloigner en disant qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, ce qui a laissé Beniti dans un état de stupeur. Le protagoniste était en état de choc et a commencé à crier au gars à l'arrière pour lui dire qu'elle ne plaisantait pas et qu'elle allait vraiment tout raconter. Mais le principe se rend compte que la fille ne sera pas crue si elle s'exprime ainsi, et il est donc sûr que personne ne le trouvera. Soudain, la fille a dit qu'elle savait ceux qui le cherchaient ici, ce qui a poussé le gars à s'arrêter et à regarder la fille avec excitation. Beniti a commencé à raconter qu'elle avait vu des gens en uniforme portant l'emblème impérial et qu'ils avaient dit qu'ils cherchaient un homme blond aux yeux bleus, de sorte qu'elle a pensé qu'ils parlèrent de lui. La jeune fille a également ajouté qu'ils avaient dit qu'ils venaient ici. Alors elle a décidé de les devancer et d'avertir le prince. En entendant cela, Carzane ne fut plus indifférent à la jeune fille et lui demanda où elle devait se rendre, ce à quoi la jeune fille répondit qu'elle devait se rendre à Koubaran, et elle demanda simplement de l'argent pour louer une voiture. À ce moment-là, l'homme était un peu choqué et ne pouvait même pas croire ce qu'il entendait, car il se rendait également à Koubaran, ce qui a beaucoup choqué Beniti. Elle ne comprenait pas pourquoi le prince devait aller exactement là où elle allait, tandis que Carzane réfléchissait et décidait qu'il était prêt à y emmener la jeune fille. Il s'est retourné et a ajouté qu'il était prêt à payer pour tout, mais qu'il n'aimait pas les dettes et qu'il ne s'était donc jamais engagé dans cette voie.
Il a également ajouté qu'il n'avait plus beaucoup d'argent parce qu'il l'avait donné à quelqu'un, et il a donc proposé à la fille d'aller ensemble à Kubaran. Après un certain temps dans le carrosse du prince, Beniti ne comprend pas pourquoi elle a toujours eu autant de chance. Soudain, Karzan est entré dans la voiture et leur a dit qu'ils allaient passer la nuit dehors ce soir, qu'il allait marcher un peu dans la forêt de Lojbina, car il y aurait une zone de campement à cet endroit. Cet endroit est assez sûr, ils n'ont donc pas à s'inquiéter de leur sécurité. En entendant cela, Beniti a été un peu surpris par la sollicitude du prince et ne pouvait pas croire qu'il essayait de la réconforter car c'était très différent de son caractère normal. En outre, normalement, il ne ferait jamais une telle chose. Après être monté dans la voiture, le protagoniste lui a demandé pourquoi il se rendait à Kubaran. Mais le gars, au lieu de répondre à la question, a demandé à la fille pourquoi elle s'était enfuie de chez elle, et elle a répondu qu'elle serait de retour dans quelques jours. Bien qu'en réalité, elle souhaite simplement que leur mariage n'ait pas lieu, elle dit alors au prince qu'elle a été la première à lui poser la question. Ce à quoi le prince a répondu qu'il voulait simplement éviter les fiançailles, ce qui a laissé le protagoniste dans un état de stupeur, et c'est là que se trouve la raison la plus intéressante pour laquelle il veut éviter les fiançailles. Karzan a dit quelque chose en rapport avec le fait qu'il ne connaît même pas son élu, mais ce n'est pas tout. Il ne comprend pas non plus pourquoi il devrait dire à une fille qu'il ne connaît pas un détail aussi important. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'il avait commencé, ne comprenant pas pourquoi il posait des questions aussi étranges. Beniti a soudain remarqué une sorte de livre bleu dans sa main et a supposé qu'il s'agissait peut-être d'un manuel de magie. Tous les membres de la famille impériale peuvent utiliser la magie. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération et même Karzan se distingue parmi eux. Mais il est toujours absorbé par ses études et ne lâche jamais les livres des mains. Le personnage principal se demande donc pourquoi quelqu'un tuerait le prince. Elle se pose tant de questions, mais malheureusement, elle n'obtiendra pas les réponses à toutes ces questions de sitôt. Au bout d'un moment, ils ont réussi à atteindre le camp où se trouvèrent déjà quelques personnes qui allaient y passer la nuit. Beniti a été très surprise en arrivant à cet endroit, car elle en avait déjà entendu parler, mais n'y était jamais allée, et cela ressemble à une colonie de vacances. Karzan s'approche soudain de la jeune fille et lui propose un sandwich, car elle n'a rien mangé de la journée et doit avoir très faim à présent. En mangeant ce sandwich, Beniti écouta le prince lui dire qu'il y avait beaucoup de monde ici, que les bêtes ne s'approcheraient pas d'eux et qu'elle ne devait pas avoir peur de dormir. Après avoir fini de manger son sandwich, la jeune fille voulut aller se coucher, mais pour cela, elle avait besoin d'un sac de couchage. C'est à quoi le prince répondit qu'il n'y en avait pas et qu'il n'y avait qu'une couverture. Elle se souvient que Karzan lui a dit qu'il avait pris tout ce dont il avait besoin, ce à quoi Beniti a répondu que quelqu'un avait pris tout l'argent et qu'il ne pouvait donc pas tout acheter. La jeune fille était complètement déconcertée et ne comprenait pas comment il pouvait dormir par un temps pareil. Au bout d'un moment, tous les personnages se sont endormis, à l'exception du personnage principal qui n'arrivait pas à dormir. Elle se rend compte qu'en théorie, ils sont étrangers ici. Elle n'aurait jamais pensé coucher avec quelqu'un avec qui elle n'avait même pas couché lors de sa nuit de noces, et elle s'est retournée dans son lit toute la nuit. Karzan se lève brusquement et commence à crier sur la jeune fille, lui disant d'arrêter de se retourner, car cela perturbe son sommeil. Soudain, le type est sorti et s'est mis à courir dans une certaine direction, ce qui a laissé la fille sous le choc. Après quelques secondes, il est revenu apporter un objet à la fille. Elle était perplexe. Elle ne comprenait pas ce qu'était cet objet, ce à quoi le type a répondu quelque chose comme Hot Stone qu'il avait apporté pour que le protagoniste puisse dormir correctement et ne pas perturber son propre sommeil. Je ne sais pas pourquoi il est si gentil et si différent du prince qu'elle a épousé dans sa vie précédente. Lorsque les héros se sont réveillés le matin, ils ont immédiatement vu le chauffeur de la voiture privée qui a déclaré avoir très bien dormi grâce à la pierre chaude que le jeune homme lui avait donnée. Puis Karzan, descendant de sa voiture, demanda à un homme de lui apporter de l'eau pour son petit déjeuner, car il voulait de la soupe et des crêpes, ce à quoi le serviteur répondit qu'il le ferait immédiatement. Cependant, le prince a ajouté qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un pour faire cette soupe, car il voulait la faire lui-même, à la grande surprise de l'homme. Au même moment, Beniti se réveille et ne comprend pas comment il va faire cuire tout cela lui-même, mais le duc demande à la jeune fille de ne pas s'inquiéter, car il ne va pas empoisonner la nourriture. Au bout d'un moment, le prince prépara des crêpes qui étaient étonnamment délicieuses, et la jeune fille et le serviteur furent ravis du goût de ces crêpes. En mangeant ces belles crêpes,
Beniti se rendit compte que Karzan savait encore cuisiner. Et si bien, mais elle ne comprenait pas comment la presse avait pu l'apprendre. Pendant ce temps, Karzan, tenant de l'eau dans ses mains, demande aux héros de prendre leur temps car la nourriture est très chaude. Beniti était en état de choc et ne comprenait pas comment cette personne pouvait changer si radicalement et devenir si gentille. Et ce n'est pas quelqu'un qu'elle a connu dans sa vie passée. Dans sa vie antérieure, elle avait espéré qu'il lui donnerait au moins un coup de main si elle tombait accidentellement, mais non, il s'éloignait lorsqu'il la voyait dans cet état, même lorsqu'elle se coupait sur les épines des roses qu'il avait laissées ou qu'elle tombait d'une fontaine. Il la jetait toujours à terre. De plus, il s'était forcé de ne pas la toucher lors d'événements officiels. Lorsqu'elle a envoyé la lettre disant qu'elle allait lui rendre visite, un serpent effrayant attendait à la porte pour l'empêcher d'entrer dans sa chambre. Karzan était désormais différent, tant par son apparence que par son caractère, mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi il avait été si cruel avec elle à l'époque. Le soir de ce jour, les héros se trouvaient à Rissos, où un homme leur dit qu'en automne, il y a beaucoup de touristes ici, mais qu'ils n'ont malheureusement plus de chambre à cette heure tardive, et ils demandent donc aux héros de chercher un autre endroit pour passer la nuit. Beniti était très contrarié et ne savait même pas ce qu'ils devaient faire. Pendant ce temps, le directeur demanda à Kuchera d'aller à l'auberge où se trouvaient les écuries. Il s'est également approché de la jeune fille et lui a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller au couvent. En se retournant, ils ont vu un panneau indiquant qu'il y avait un monastère, mais l'endroit était tellement en ruine qu'ils ne voulaient même pas y aller. Mais la situation les y a obligés. En traversant le monastère, ils sont observés par des hommes qui surveillent les héros de près, comme s'ils avaient l'intention de faire quelque chose. En même temps, Beniti s'est sentie très mal à l'aise car l'atmosphère ici est effrayante et très effrayante. Alors instinctivement, elle a attrapé la main de Karzan, ce qui l'a beaucoup surpris. Lorsqu'elle a enfin réalisé ce qu'elle faisait, elle a immédiatement pris ses distances avec lui, affirmant qu'elle avait touché un membre de la famille impériale sans sa permission, ce qui est un véritable crime. Puis elle s'est immédiatement excusée auprès du prince. Elle que le gars a calmement ordonné à la fille de ne pas lui coller au basque, Beniti a commencé à s'excuser en disant qu'elle avait juste peur et qu'elle ne voulait pas vraiment le faire. Soudain, Karzan remarqua l'église et comprit immédiatement qu'ils étaient enfin arrivés. Mais la jeune fille qui était à côté de lui ne comprenait pas pourquoi il n'avançait pas. Elle décida alors d'être plus courageuse et de partir la première, mais le prince l'arrêta immédiatement et lui demanda de s'arrêter. Elle est un peu effrayée et ne comprend pas ce qu'il fait, car il avait dit auparavant qu'il ne devait pas se toucher, et maintenant il lui tient la main, mais le prince explique à la jeune fille qu'il a juste un mauvais pressentiment à ce sujet. Beniti, inquiet, ne comprend pas pourquoi cela arrive maintenant, alors que la situation est déjà effrayante, mais Karzan a dit quelque chose qui n'a rien à voir, et il a l'impression que quelque chose ne va pas au monastère. Il a également regardé de plus près le bâtiment et a remarqué que les lumières étaient éteintes, ce que la jeune fille a approuvé et l'a de nouveau serré dans ses bras par derrière. Karzan touche la main de Beniti et lui demande de rester ici car il a l'intention d'aller à l'intérieur et d'explorer ce monastère. Cependant, la fille l'a immédiatement arrêté en disant que cela pouvait être très dangereux, mais le prince l'a traitée de lâche. Je ne comprends pas comment elle a pu oser s'enfuir de chez elle. Beniti a commencé à lui expliquer que quelque chose pourrait être très dangereux, car il n'y a pas de lumière, ce à quoi la moitié a répondu que même si c'est effrayant, il est obligé d'y aller et d'explorer. Lorsque la protagoniste a été choquée et a réalisé que le prince héritier se mettait en grand danger, mais qu'elle avait beau lui expliquer, il ne l'écoutait pas. Grâce à elle, l'équipe de recherche n'a pas retrouvé Karzan, et elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Son père a toujours fait l'éloge de Karzan, pensant qu'une telle personne naissait une fois tous les 1000 ans. Et beaucoup de gens pensèrent la même chose, si bien que tout le monde n'avait rien d'autre à faire que de se lamenter. Puis elle décida qu'elle ne laisserait personne s'occuper de lui aussi facilement, et qu'il valait la peine de tenir sa promesse à la princesse, alors elle commença à supplier le prince de ne pas aller là-bas. Elle préférait dormir dehors. En outre, cet endroit est très effrayant et dangereux. Mais Karzan n'a pas écouté et a commencé à s'éloigner lentement de la fille. Soudain, elle l'a serrée dans ses bras par derrière en essayant de l'arrêter, ce qui l'a beaucoup choqué, ne sachant pas comment réagir. Il n'a pas compris tout de suite comment elle avait osé le toucher, mais Beniti essayait toujours de le retenir, même si elle n'y arrivait pas très bien. Soudain,
Un homme s'est approché des héros en disant qu'il était interdit d'aller là-bas et il a ajouté qu'il était interdit de s'approcher du monastère maintenant. Les héros se demandèrent pourquoi ils ne pouvaient pas entrer dans le monastère, ce à quoi l'étranger expliqua aux héros que tous les moines étaient morts après avoir mangé un cochon malade. Leurs corps sont toujours à l'intérieur du monastère et personne n'est autorisé à y pénétrer.